Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Alexandre Loukachenko. Aujourd'hui, on vous parle d'un lien singulier entre ces trois dirigeants, russes, ukrainiens et biélorusses. Un fleuve, le Dniepr, le troisième plus long cours d'eau d'Europe, un axe de communication majeur entre ces trois pays. Un fleuve désormais au cœur de la guerre, déclenchée par Vladimir Poutine avec l'annexion de la Crimée en 2014, puis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Alors on a voulu naviguer virtuellement sur ce fleuve, le Dniepr, devenu ligne de front dans le sud de l'Ukraine, notamment parce qu'il accueille deux infrastructures stratégiques, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia et le barrage de Kakhovka. Résultat, l'électricité, l'eau, mais aussi la pollution, vous allez voir, font partie des problématiques majeures de cette guerre Russie-Ukraine que je vous emmène donc regarder depuis un fleuve. Sortons nos cartes. Le Dniepr est situé en Europe orientale. Avec ses 2285 km, c'est le troisième fleuve le plus long d'Europe, derrière la Volga et le Danube. Et il draine un bassin versant d'une superficie de plus de 511 000 km², quasiment l'équivalent de la France métropolitaine. Le Dniepr prend sa source en Russie, à 300 km de Moscou, traverse la Biélorussie, puis l'Ukraine, pour finir sa course près de la ville de Kherson, où il se jette dans la mer Noire. Des villes importantes se sont développées dans ces trois pays le long du fleuve. Smolensk, qui comptait en 2022 316 000 habitants, Mogilev, 380 000 habitants, l'un des principaux centres économiques et industriels de la Biélorussie, Kiev, capitale de l'Ukraine, 2,9 millions d'habitants, qui concentre la plus large part de l'économie du pays. Viennent ensuite Dnipro, 968 000 habitants, Zaporizhzhia, 710 000 habitants, et Kherson, 280 000 habitants, d'où part habituellement une grande partie des exportations ukrainiennes. Prenant sa source à seulement 220 mètres d'altitude, le Dniepr s'écoule lentement en large boucle à travers plaines et marécages dans son cours supérieur. Mais à partir de la ville de Rahatchov, le fleuve s'élargit considérablement avec l'apport des eaux de la Bérésina et de la Soj, puis du Pripyat et de la Desna. Navigable sur la quasi-totalité de son parcours de Smolensk à l'embouchure, le Dniepr a joué un rôle majeur dans la pénétration des populations dans la région, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les premiers à partir à la conquête du Dniepr sont des tribus venant de l'actuelle Scandinavie, qui vont s'unifier à partir du IXe siècle sous la houlette des Varegs, des mercenaires vikings qui fondent le Rus de Kiev et s'installent à Kiev. Grâce aux échanges commerciaux qui transitent par le Dniepr, entre la mer Baltique et l'Empire byzantin, l'État de Kiev se développe. Kiev et Smolensk deviennent d'importants centres économiques où s'échangent bois, fourrure, miel, cire, esclaves, soieries et poteries. Mais à partir du XIe siècle, l'État de Kiev se désintègre en une myriade de principautés. Deux d'entre elles, Polotsk et Smolensk, vont survivre aux différentes invasions qui surviennent dans la région et même prospérer en intégrant le Grand-Duché de Lituanie, qui va lui-même s'unir avec la Pologne au XVIe siècle. Mais à la fin du XVIIIe, suite au démantèlement de la Pologne, l'intégralité du bassin du Dniepr passe dans le giron de la Russie, qui va se lancer dans de vastes chantiers de mise en valeur du fleuve. Le Dniepr devient alors un vecteur de la colonisation russe et une artère importante de son développement. L'arrivée des bateaux à vapeur à la moitié du XIXe va augmenter le trafic fluvial et accélérer le développement de la région grâce à des canaux reliant le Dniepr à Gdansk via la Vistule et à la Lituanie via le Niemen. 1922, c'est l'avènement de l'URSS et le développement du Dniepr va s'intensifier. D'énormes barrages hydroélectriques vont à partir des années 1930 émailler le cours du Dniepr inférieur dans l'actuelle Ukraine. À Kiev, Kaniv, Kremenchuk, Kamiansk, Zaporizhzhia et Kakhovka. Ces barrages ont créé d'énormes lacs artificiels qui ont inondé 9000 km², mais ont permis d'irriguer une agriculture intensive et de développer un important tissu industriel, mais aussi des centrales nucléaires et des usines de traitement des déchets nucléaires. Autant d'activités gourmandes en eau de refroidissement qui viennent du Dniepr.
mais aussi autant de sources de pollution sur lesquelles nous reviendrons, par ruissellement, rejet ou accident. Le plus fameux d'entre eux étant celui de la centrale de Tchernobyl, près de la ville de Pripyat, dont les environs sont encore largement contaminés, comme on peut le voir sur cette carte. 1991, c'est l'éclatement de l'URSS, mais malgré tout, la gestion du Dniepr se fait encore en bonne entente entre la Fédération de Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Pétrole, métaux et céréales empruntent toujours le fleuve. 2014, c'est l'annexion de la Crimée par les Russes. Le fret fluvial diminue malgré le maintien de relations économiques entre la Biélorussie et l'Ukraine. Un projet fluvial est alors à l'étude pour recréer une liaison adaptée au tonnage contemporain entre Kherson et le port polonais de Gdansk sur la Baltique via le Pripyat et la Vistule. Mais si le coût des travaux est mesuré pour l'Ukraine avec 31 millions de dollars, l'addition pour la Biélorussie monterait jusqu'à 172 millions, tandis que la Pologne aurait à débourser près de 12 milliards de dollars. Alors évidemment, avec l'invasion de l'Ukraine en 2022, tout change. D'axe commercial, le Dniepr va au gré des avancées des deux belligérants devenir peu à peu une véritable ligne de front entre Est et Ouest sur la partie méridionale de son parcours. Et le contrôle de cette portion du fleuve devient un enjeu majeur dans l'issue du conflit. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine a permis, dans un premier temps à Moscou, de prendre possession d'une part importante du Dniepr, de l'embouchure du fleuve jusqu'au sud de la ville de Zaporijjia et autour de Kiev. Fin 2022, au prix d'énormes efforts, les Ukrainiens sont parvenus à reconquérir une partie de leur territoire, notamment la ville stratégique de Kherson et la rive ouest du Dniepr, stabilisant la ligne de front sur 300 km le long du fleuve. Une ligne de front particulièrement infranchissable, car le seul pont enjambant le Dniepr à proximité de Kherson, l'Antonivka, a été dynamité par les Russes et le Preobrazhensky, à Zaporijjia, était déjà endommagé avant la guerre. Pour Moscou, le contrôle de la rive est du Dniepr est hautement stratégique, car la Crimée, annexée, rappelons-le, en 2014, dépend à 85% du fleuve pour son alimentation en eau potable via ce canal de 400 km et un ensemble de canaux secondaires. Un accès que Kiev avait fermé dès 2014, entraînant une crise agricole majeure dans la péninsule de Crimée. Mais la vulnérabilité liée au Dniepr marche dans les deux sens, car cette portion du fleuve héberge également le barrage de Kakhovka et la centrale nucléaire de Zaporijjia, deux infrastructures d'une importance capitale pour Kiev, qui donnent aux Russes un moyen de pression énorme, tant sur le plan énergétique qu'écologique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Juin 2023, les Russes ouvrent une brèche à la dynamite dans le barrage de Kakhovka afin de provoquer des inondations, empêchant le franchissement par l'armée ukrainienne de la zone. 18 km3 d'eau se répandent en aval du barrage en 4 jours, inondant 620 km². Les conséquences de ce sabotage sont catastrophiques. Aux inondations qui ont entraîné coupures d'eau et de gaz et pollution en aval, s'ajoute la perte de production électrique du barrage lui-même, l'assèchement de l'immense lac de retenue de 1850 km², qui a lui-même plusieurs conséquences, voyons lesquelles. L'impossibilité d'irriguer les zones cultivées au sud de l'Ukraine et même en Crimée, une pollution potentielle aux boues toxiques accumulées au fond du lac qui, désormais à l'air libre, risque de sécher et d'être dispersée par les vents. Et enfin des problèmes de refroidissement des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus puissante d'Europe. Sous contrôle russe depuis 2022, la centrale a déjà été fragilisée par les échanges de tirs et les bombardements entre les belligérants. Plusieurs réacteurs sont à l'arrêt et l'état de ceux encore en activité fait craindre un accident nucléaire majeur dont les conséquences seraient dramatiques, comme vous pouvez le voir sur la carte. 2,7 millions de personnes vivent en effet à proximité de la centrale. Le barrage de Kakhovka n'est pas la seule infrastructure liée à l'eau victime de la guerre. D'autres barrages ont été endommagés, notamment celui d'Irpin, dynamité par les Ukrainiens pour protéger Kiev de l'avancée russe. Les ponts, enjeux stratégiques de toutes les guerres, ne sont ici évidemment pas épargnés.
Mais aussi, fait moins connu, les réseaux d'approvisionnement d'eau et les stations de traitement des eaux usées sont délibérément visés, car leur destruction affecte fortement les populations. Enfin, en août 2024, la Russie aurait franchi un nouveau cap, le recours à la pollution comme arme de guerre. Une boue noire provenant d'un bassin de rétention situé à Tyotkino est déversée dans la Seym, un affluent de la Desna qui se jette dans le Dniepr à Kiev. Toute forme de vie animale dans la rivière, en aval côté ukrainien, est anéantie et on estime à 10 ans le temps nécessaire pour que l'écosystème se rétablisse. Voilà pour cette navigation sur le Dniepr, ce fleuve qui nous rappelle que la guerre lancée par Poutine est aussi un écocide. Une enquête de The Economist a démontré récemment comment l'environnement ukrainien était l'autre victime de la guerre. Aucun organisme, aucun écosystème n'est épargné. Forêts ravagées par des incendies causés par les bombardements, sols et eaux souterraines contaminés par des métaux lourds et des produits toxiques, animaux tués ou chassés de leur habitat. Voilà autant de victimes de la guerre en Ukraine dont on parle moins. Une catastrophe écologique dont il faudra attendre des années pour la mesurer et pour tenter de la réparer. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas également notre newsletter. À bientôt.